et messieurs, ladies and gentlemen, set to make her ring walk, faisant son entrée vers le ring. Elle est invaincue, elle a un jab d'enfer et une vraie passion pour la boxe féminine. She is undefeated, she has a tremendous jab and a true passion for women's boxing. Veuillez accueillir la terreur rimouskoise. Let's welcome the terror of Rimouski, Marie-Ève Albert! En direct avec la femme qui a le plus dépensé d'essence cette semaine au Québec, Marie-Ève Albert, mais tu le fais pour la cause de la boxe féminine. Marie-Ève, tu es littéralement partout. Tu es la seule fille qui, dans le même 24 heures, on peut voir déjeuner à Rimouski, dîner à Ville-le-Moine et souper au Casino de Montréal. Ça, c'est un beau record. Là, je ne te laisse pas parler tout de suite parce que je t'ai préparé un éditorial. Je te l'ai même pas dit. Est-ce que je suis fin? Hein? Cette semaine, j'ai assisté le combat de Kim Clavel. Je l'ai écouté sur la télévision à la carte. Mais après ça, j'ai assisté au combat de Mary Spencer, Léla Baudouin et Maxime Novoselvic, je pense. On va dire sur Cote. Fait il y a quelque chose qui m'a impressionné dans l'ensemble des galas, surtout celui au Casino de Montréal où tu étais aussi. Oui. C'est cette solidarité-là entre les filles, tu sais, ce qu'on appelle la guerre entre Camille et Stéphane et Yvon Michel. Je pense que nos filles en boxe n'en ont rien à cirer. Puis là, il va falloir que tu me corriges, mais tu sais, comme Kim Clavel dans son coin est avec Sarah Kali, une grande boxeuse olympique. On a vu Marie-Pierre Roule, Jessica Camara, qui sont en entraînement des fois avec Mary Spencer, qui sont venus pour l'encourager. Il a encouragé aussi Léla Baudouin. On a vu Marie-Pierre était très vocale pour ses deux amis, alors que dans l'autre groupe, on se rappelle que Marie-Pierre et Camille et Stéphane ont combattu ensemble pendant ce qu'on appelait la pandémie pour ramener la boxe puis dire vous reculez nos carrières. Ils étaient ensemble les deux. Il n'y avait plus d'histoire. C'était la boxe qui tentait de convaincre à l'époque le docteur Arruda. Fait j'ai trouvé ça beau, cette solidarité-là. Tu sais, on voit Marie-Pierre Roule et Mary Spencer qui s'aident à l'entraînement. Samuel Descaries qui quitte l'ennemi juré, entre guillemets, là, c'est plus les journalistes de Mary Spencer, Marie-Ève Dicker, pour aller aider Spencer. Je trouve ça beau comment il y a cette solidarité-là, alors que des fois, je t'ai perdu. Ouais, ma mère n'arrête pas de m'appeler quand j'ai dit que je faisais un podcast. Mais vas-y, tu peux commenter mes propos. Je peux commenter tes propos. Chez les filles, c'est vraiment ça. Pas tout le temps. Il y a aussi des guerres là, qui sont durables. Mais en général, en boxe féminine, tout le monde veut les mêmes choses, veulent que le sport avance, veulent des bons combats, veulent de la visibilité, veulent de l'encouragement. Et c'est exactement ça. On a vu, c'est ça exactement, au Gala d'Eye of the Tiger, Marie-Pierre était vocale, Jessica Camara était vocale. On sait que Jessica Camara était sur l'ancienne, elle s'entraîne avec Ian McKillop, qui est l'ancien coach de Mary Spencer. On sait que Mary Spencer est rendue avec Sam Descaries, qui était le coach de Marie-Ève Dicker, un des coachs de Marie-Ève Dicker dans le coin. C'est quelque chose qu'on voit régulièrement. Puis, moi, je trouve ça beau parce que ça rend ça plus accessible aussi. Quand toutes les filles sont vocales d'une certaine manière, c'est beaucoup plus facile de faire entendre les messages. J'avais pris une autre note aussi. Je crois, est-ce que c'était Ève Fortin qui était dans le coin oui. de Léla Baudouin, une autre qui a eu une grande carrière
en boxe olympique. On a des sujets sur un moyen temps. Je sais que toi, tu es quelqu'un qui est très positif. Et là, je me suis dit, pauvre Marie-Ève, il y avait de la controverse toute la semaine. On va survoler tout ça, mais on va le faire à notre manière puis avec ton sourire. J'ai envie de parler de boxe, moi. Oui, il y a eu de la controverse, surtout dans le combat de Kim Clavel contre Evelyn Bermudez. Tout le monde en a parlé après le combat. Il y a des gens qui ont contesté le résultat. Il y a un juge qui a été pointé. Il y a plein de choses qui ont été dites. Il y a eu des articles dans les journaux sur certains événements qui ont peut-être eu lieu, qui n'ont pas eu lieu. Ça, je ne sais pas, je n'étais pas là. Moi, je veux parler de boxe. Mais là, Marie, tu as fait une faute. Je pense que tu as fait une faute d'orthographe. Je pense qu'il faut dire elles ont fait avec un T. Là. Moi, je refuse parce que je suis un ancien professeur de français là, en bas. Puis là, ça fait. Ah, t'as raison, mon Dieu Seigneur. Seigneur Jésus. Toi qui étais. Là, c'est la première fois que je trouve que tu fais une erreur en 4 ans. Hey, t'as raison, je devais être fâchée pour ne pas le voir. Regarde, je vais te le corriger tout de suite. Regarde, save. Ça s'en va dans les meilleurs moments. Ça s'en va dans les meilleurs moments de ton podcast. Live téléchargé. En gros, là, sauf que là, j'ai brisé ton air d'aller. Ce que j'entends, c'est que. Puis j'ai pensé à ça, c'est drôle parce que j'ai pensé à ça ce matin. Je me suis dit, tu sais, je regardais ça. Moi, là, je vais te dire, OK, là, j'espère que tu es prête pour un peu de controverse. T'en veux de la controverse? Envoie ta controverse, après on parle de boxe. Je le sais que le clan autour de Kim Clavel est fâché après moi. Parce que je suis allé défendre Benoît Roussel au 91-9 cette semaine et on va le survoler tantôt, Benoît Roussel, doucement. Mais je regardais ça, puis ce matin, je pensais à ça, puis je disais, tu sais, les gens ont crié au vol, OK? Mais dans le fond, il y avait 3 scores qui sont acceptables. Mais 96-94, Kim Clavel, qui semble être le score qu'on entend le plus. Là. Après ça, il y avait la nulle à 95-95, puis on pourrait dire 96-94 Bermudez. C'est les 3 scores qui sont acceptables. Mais là, moi, j'ai une question à te poser qui est assez précise. Okay? Mettons qu'on regarde vers l'avant. Okay? Moi, si j'aurais tendance à dire on ne peut pas vraiment changer le score, ben on pourrait, mais on pourrait. C'est compliqué. Mais là, je regardais ça, puis je me disais, moi, si j'étais, mettons, un lobbyisme du monde de la boxe, OK? Il y a une affaire que je ne comprends pas. Premièrement, si Kim Clavel a dominé au point où les gens autour d'elle le croient, comme son entraîneur, Stéphane Larouche, Yvon Michel. Si tu écoutes la diffusion à RDS, Bernard Barré et Marie-Ève Dicker, eux semblent avoir des combats 96-94. Eux disent que c'est encore jouable au début du 10e pour les deux. Bon, là, mon point, c'est que si c'était si dominé que ça, appelez CompuBox, faites sortir les punch stats, puis documentez votre domination. Ensuite, déposez un protêt à la IBF puis la IBO, qu'est-ce qui va arriver? Ils vont envoyer le combat. S'ils jugent que c'est un vol ou une mauvaise décision, ils vont envoyer le vidéo dans 50 courriels de juges internationaux de haut calibre. Les juges, ils vont écouter ça avec du popcorn, leurs écouteurs, ils vont prendre une feuille, ils vont arriver avec des scores. S'il y a 40 juges sur 50 qui ont Kim Clavel gagnant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire, on va réparer notre erreur. Kim est aspirante obligatoire. Vous avez 120 jours pour lui donner un combat revanche. Yvon va gagner l'appel d'offres. Puis, une revanche, ça se vend tout seul, comme dirait mon ami Régis Lévesque. On fera ça le 9 février au Centre Bell. La vie est belle. Je disais, pourquoi pas prendre ces méthodes-là au lieu de prendre les méthodes au lieu de ce qui serait arrivé en après-match. Et, tu sais, je veux dire, moi, je n'ai pas aimé, puis tu sais, Kim, je l'aime beaucoup, là, mais je crois que c'est simplement une question d'émotion. Je n'ai pas aimé son discours un peu patriotique. Le Québécois qui ne donne pas le combat à la Québécoise. Ce qu'on veut, c'est le verdict le plus juste. T'sais. Puis si ce n'est pas ça qui est arrivé, revanche automatique, il y a des protèges, il y a des façons de faire. On va s'en sortir. Il y en a qui disent que ça ne fonctionne jamais, mais ce n'est pas vrai parce que contre Marlene Esparza, contre Célesté Alanis a gagné son protège, elle va avoir sa revanche automatique. Donc, il faut quand même documenter la chose. Il faut qu'un panel de juges neutres, donc qui n'étaient pas assignés à ce gala-là, le rejuge, puis ils vont faire des moyennes après. Mais ça existe. Là. C'est juste qu'il faut le documenter parce qu'ici, ce n'est pas aussi clair la controverse que le combat d'Alanis. Alanis
Esparza, il y avait vraiment un juge qui avait vu un combat complètement différent pour Esparza et les deux autres étaient très serrés. Donc, et c'était une unification, chacune avait sa ceinture. Donc, Alanis a perdu son titre à cause probablement de ce drôle de jugement. Et il y a un panel de juges qui a décidé d'aller de l'avant avec une revanche parce que c'était trop large comme différence. Si ça avait été une petite différence, là, ça n'aurait pas passé. Ici, on a deux juges, dont le juge local, effectivement, qui ont donné la victoire serrée, une courte victoire à Bermudez, à l'étranger, je le rappelle. Elle est quand même, elle s'est déplacée. Donc, c'est peut-être plus difficile à documenter, comme tu dis, peut-être avec CompuBox, ça serait possible, mais si c'est un vol, si on considère que c'est un vol, effectivement, déposer un protêt ou une demande de révision avec de la documentation pour le justifier, ça serait le chemin à prendre, même si on perd. Dubois l'a fait il n'y a pas longtemps, il a perdu, mais il l'a fait pareil, tu sais, pour son low blow. C'est parce que ça ne sert pas à grand-chose de crier dans les médias si on ne prend pas une action après ça. J'abonde un peu dans ton sens. Moi, je vais t'expliquer un peu comment je l'ai vu. Quand je l'ai jugé sur le coup, j'avais 97-93 pour Kim Clavel. Mais, je vais te dire un mais, OK? Puis ça ne justifie pas nécessairement le fait pourquoi la plupart des journalistes avaient une note vraiment en faveur de Kim Clavel. On était drôlement placés à la Place Belle. On était premièrement un peu loin de l'action, puis on n'était pas du côté des dernières fois. On était en dessous du tableau indicateur, donc de l'écran. On n'avait pas la vue sur les reprises ou sur l'action en gros plan. On était vraiment assis en dessous, donc aucune vue. De notre côté, on avait l'impression que Kim bloquait beaucoup bloquait les coups avec son avant-bras, son gant, et qu'elle en bloquait là, généreusement et qu'elle passait en dessous des coups de Bermudez. Cela dit, quand on le regarde d'un autre angle, je me suis fait dire qu'on voyait Bermudez frapper sur le dessus de la tête un peu plus puis accrocher. Je ne sais pas jusqu'à quel point c'est vrai, je n'étais pas là. Donc, la télévision donnait peut-être aussi un peu l'idée que Bermudez passait au-dessus de Kim. Je ne suis pas si certaine. Bermudez est une fille qui s'adapte rapidement. Selon moi, elle a boxé grand, justement parce qu'elle savait que Kim allait boxer petite. Le combat est un excellent combat. Quand tu dis qu'elle a boxé grand contre elle a boxé petite, est-ce qu'on pourrait dire aussi qu'elle a boxé le volume contre l'efficacité de Kim? Puis ça, je trouve que des fois, c'est la chose qui est dure à départager en boxe. Ouais. Exemple, si moi j'ai 20%, mettons qu'on se bat, OK, tantôt, là, dans l'après-midi, on se bat, mais putain. Si je t'atteins à 20%, mais que je lance 2 fois plus que toi, qui m'atteint à 35%, c'est qui domine, genre? La personne qui a le plus de précision, la personne qui lance le plus de coups, tu sais. Même si je te frappe d'un gant, c'est moi qui a l'air de mettre la pression. Ça reste subjectif, le jugement. Là. C'est des humains qui jugent, puis des fois, le volume va prévaloir sur l'efficacité puis sur la puissance. Kim, c'est elle qui a fait les coups avec le plus d'impact, mais c'est Bermudez qui avait le volume. Donc, où tu donnes ton point? Les deux critères sont là. Quand on prend en considération les critères pour un juge, tu as autant les coups d'impact que le volume, la combativité. Tu sais, la défensive de Kim était vraiment améliorée. J'ai trouvé que c'était un bon point pour elle. C'est sûr qu'elle avait un haut volume. On a vu des choses de Kim dans ce combat-là qui étaient différentes, mais j'ai aussi vu une Bermudez boxer différemment. Quand je dis qu'elle a boxé grande, là, Bermudez est déjà beaucoup plus grande que Kim. Je pense qu'elle a à peu près 4-5 pouces de plus que Kim dans la vraie vie. Elle ne s'est même pas assise. Elle a boxé debout. Moi, sur le coup, je me disais, mais pourquoi qu'elle boxe debout? Kim va boxer petite, mais dans le fond, ce qu'elle visait, c'était le front puis le dessus de la tête. Elle y allait avec des coups tombants, des coups plongeants. Et ça, ben, c'est tricky à juger parce que des fois, tu penses que la personne se penche pour esquiver, mais elle se fait quand même toucher un peu, elle se fait frôler, puis ça compte. Tu sais, ça compte. Marie, je peux comprendre, par exemple, tu sais, j'essayais de justifier un peu la colère puis le désespoir de l'après-match. Puis je peux comprendre que le groupe Yvon Michel, si on, tu sais, la vieille analogie de la locomotive, Kim est comme la locomotive du groupe Yvon Michel. Il n'y a pas grand-chose d'autre présentement pour des raisons X, Y, Z de budget. C'est elle qui est vendeur. C'est elle sa défaite fait très mal. Et je crois que, puis là, c'est là qu'on va découvrir qu'est-ce que Kim Clavel.
Au niveau de la motivation, on a beaucoup entendu ça. Tu sais, le juge, lui, il retourne chez eux, il mange un steak. La boxeuse, elle, on vient de changer sa bourse, on vient de changer le cours de sa vie, on vient de changer. Au niveau de la motivation, ça va être difficile. Mais est-ce qu'on n'est pas, Marie, là, je te pose la question, est-ce qu'on n'est pas encore dans la vieille tradition de la boxe masculine où une défaite, c'est la fin du monde, puis c'est une fin de carrière? Tu sais, en boxe féminine, la meilleure boxeuse de l'histoire du Canada, Jelena, et là, tu diras le nom de famille tantôt. Merjanovic. Oui, elle a 12 ou 13 défaites, puis la journée qu'elle décide de prendre sa retraite, ils vont remplir le Rexall Center à Edmonton pour un combat d'adieu. Okay? Les filles, c'est comme ça. Kim Clavel, présentement, il y a 2 championnes. Okay? Kim est la meilleure fille à ne pas détenir de ceinture. Les deux vont s'affronter, vont unifier. Ensuite, ils peuvent monter à 108, ils peuvent descendre à 105, une des deux. Ils peuvent monter à 112. Ils peuvent aller essayer d'unifier une deuxième catégorie de poids. Tu sais, Kim, si elle reste motivée, dans 3 mois ou 4 mois, elle fait un combat de retour contre une fille qui appartient au top 15 de la division. Elle fait un petit protège tranquille, elle attend. Puis Jessica Camara, là, qui s'est fait rincer à Place Belle, est aspirante numéro 1 WBC. Et elle se promène avec un sourire d'en face. Je peux te dire vite ce que je pense qu'il va arriver pour Kim, moi. Ouais, mon best guess. OK? J'ai posé un peu de questions dans la conférence de presse. Est-ce qu'elle pourrait monter ou descendre? Puis parce qu'à 108, c'est loadé. Plata va se battre contre Sarah Bormann en Allemagne, défense optionnelle. Bermudez ne donnera pas de rematch à Kim. Il n'y avait pas de clause de rematch obligatoire. Puis pourquoi elle ferait ça? Elle est venue gagner une décision à l'étranger. Le juge local lui a donné, elle est à un combat d'unifier avec Plata, est à 2 combats peut-être d'avoir un combat payant contre Senisa Estrada parce qu'Estrada va probablement monter l'année prochaine à 108. Bref, on met ça de côté. Je pense qu'à 108, c'est loadé pour au moins 12 mois. OK? Moi, si j'étais Kim, je vais parler comme si j'étais Kim. Mais on va dire ça. Je descendrais à 105 temporairement. C'est proche du 108. C'est pas trop dur de faire le poids. Elle a la grandeur est tout petite. Fait qu'elle pourrait descendre de 3 livres pour s'essayer à 105 livres. Pourquoi? Parce que Estrada puis Yokasta Vaillé, 2 filles qui pourraient amener une belle bourse, sont à un cheveu d'unifier ensemble. Puis après ça, je peux te garantir qu'il y a des titres qui vont être vacants des 2 bords. Parce que les 2 filles veulent monter, veulent aller chercher des titres ailleurs. Donc, Kim, si elle se positionne tout de suite à 105 livres, en faisant un combat intéressant, en partant contre une fille de qualité, mettons comme une fille comme Tina Ruprecht, qui était championne WBC l'année passée, que Estrada a battue, qui est tout à fait prenable pour Kim, elle pourrait se ramasser l'aspirante obligatoire en partant d'Estrada. Ça pourrait lui donner l'option d'aller faire une belle paye contre Estrada. Ou de ramasser un titre vacant si Estrada monte l'année prochaine, au mois de mai, mettons, après un combat contre Yokasta Vaillé. Ou juste attendre de voir qu'est-ce qui va se passer à 108 pour revenir. Moi, je trouve que ça serait un move intelligent. Il y a des filles à 105 qui sont superbes à aller boxer pour Kim. Ça boxe beaucoup plus. Il y a beaucoup plus d'Européennes à 105, de Japonaises. Ça peut donner à Kim l'opportunité d'avoir des beaux noms sur son CV et de se positionner. Tu as oublié l'option numéro C, s'assurer de certains commanditaires pour bien gagner sa vie et parcours olympique. Oui, j'ai posé des questions là-dessus. Ça semble de moins en moins une option. On dirait que les gens qui étaient enchantés d'aller aux Olympiques ont tous désenchanté. On n'entend plus parler. C'est très cher. C'est beaucoup d'investissement personnel. Ça prend des bons commanditaires, comme tu dis. C'est ça. Moi, pour Kim... on change de sujet? J'espère que Kim va garder le moral, qu'elle va aller chercher une victoire rapidement parce que moi aussi, je vois comme toi une tonne d'opportunités. Il y a plein d'opportunités de qualité. C'est ça qui arrive aussi. Tu sais, quand j'ai commencé à être inquiet pour Marie Spencer, moi, j'étais assis, j'ai vu les 2 Belges, là, son coach à Femke Hermann, il m'a fait rire parce qu'il doit mesurer à peu près 6 pieds 4, il doit peser 300 livres. J'adore Romuald. Il a une grosse bouille sympathique. Je l'aime. Il rentre dans la place Belle, et là, il me voit, moi, je ne le connais pas, il me dit « Laurent, t'as fait une erreur, hein? On est plus en forme que jamais. On vient gagner la victoire et plus facilement que la première fois. » Puis là, j'ai fait comme « Oh, mon Dieu, il a l'air un peu confiant. » Puis là, Femke est en arrière. Puis là, moi, pour rire, je dis à Femke, « Femke, t'es habillé comme un ours. On est juste au mois d'octobre. »
Elle dit, il fait froid ici, mais pas autant que la dernière fois. Puis là, j'ai dit, oh mon Dieu, ils ont l'air quasiment un peu trop relax, tu sais. Puis Femke Herman, et là, c'est un peu ce que tout le monde est en train de réaliser. On a fait l'erreur de se fier à sa fiche la première fois. Très Oui, mauvaise, très grosse erreur. elle s'est fait pincer contre Savannah Marshall qui a des enclumes au lieu des points. C'est un accident de parcours. Oui, et c'était la division de poids au-dessus. Elle était possiblement moins confortable. Mais Femke Herman, c'est une tabarouette de boxeuse. Gauchère, droitière, s'amuse à tourner, un style compliqué. Dès que tu l'atteins solidement, elle a fait comme « Oh, tu m'as atteint solidement, tu penses que tu as le momentum, je vais te soigner à deux mains pour te convaincre que tu n'aurais absolument pas le momentum. » Elle a fait un deuxième combat parfait. C'est magnifique son combat. Du côté de Spencer, elle a mieux fait que la première fois, oui. Mais là, je ne veux pas tomber dans l'âgisme. Ça va être difficile à 38 ans de pouvoir faire les ajustements pour vaincre quelqu'un en championnat du monde. Ben, Femke Hermans, premièrement, effectivement, les gens se sont fiés à sa fiche. Le combat contre Savannah Marshall amenait les 2 premiers rounds, Femke Hermans. Moi, je le dis, les juges l'ont dit aussi, avant de se faire attraper par un lucky punch, comme on dit, parce qu'elle a fait une petite erreur. Si elle n'avait pas fait cette petite erreur-là, peut-être qu'on aurait une décision en faveur d'Hermans. On ne le sait pas, on ne le saura jamais. Mais il ne faut pas se fier à ça pour juger de sa valeur. Il ne faut pas se fier à sa défaite contre Eileen Cederroos aussi, parce que dans ma tête, c'est Femke qui gagnait ce combat-là, et pas juste dans ma tête. Quand on le regarde après coup, on se dit, OK, c'est une décision. On a une décision controversée. On n'a pas le droit de. Tu sais, à la boxe, des fois, on oublie aussi de regarder chaque défaite et de regarder les circonstances. C'est une fille qui travaille de 9 à 5, qui fait de la route pour aller travailler. Là, est-ce que le fait qu'elle soit devenue championne du monde, IBO, IBF, mais IBO à l'époque, ça lui a permis d'aller chercher certains commanditaires? Est-ce que ça lui a permis peut-être de diminuer le nombre d'heures au travail? Pour l'instant, non. On peut penser que contre Federos, contre Federos puis contre Marshall, c'était comme si c'était une employée à temps plein là, qui voyageait. C'est comme moi et toi qui ont fait la boxe de soir. Là. Elle est encore comme ça, Femke, mais on va lui souhaiter. Oui, elle descendait de l'avion, elle prenait l'avion jeudi soir pour retourner en Belgique. Elle arrivait à 7 h le matin pour elle s'en aller travailler direct. C'est le lot de la boxe féminine, mais Femke, tout pour dire, c'est une technicienne. Elle a quand même une certaine puissance dans les gants, mais c'est surtout le volume qui fait mal. Elle a un haut volume, puis ici, en conférence de presse, on avait Sam Décary qui est venu, entre autres, briefer après les journalistes, les médias, puis il disait, Marie n'a pas été capable d'accoter le volume de Femke, puis ça a été un des facteurs dans cette défaite. Il y a aussi l'effet de la défensive de Mary qui a été grandement améliorée, mais ça prenait une sorte de latence à revenir. Et ça, Femke, elle voyait, puis elle en a profité. Quand Marie, elle est en défensive, ça lui prenait du temps de la se replacer en attaque. Et c'est sûr que Mary a eu 10, 12 mois, 10, 11 mois d'inactivité. Elle n'a pas eu de tune-up fight. Elle a subi une blessure au moins, 2 reports minimum. Ça aurait été probablement très bénéfique pour elle d'avoir un tune-up fight pour aller travailler des affaires avec sa nouvelle équipe sur une adversaire prenable mais durable. Mais le pire, là, c'est que moi, je veux pas me plaindre publiquement ou casser du sucre sur tout le monde, là, mais à la boxe, regarde les carrières, là, puis c'est quand même spécial, OK? Puis, je veux pas être négatif sur elle, là, parce que j'adore Marie-Ève Dicker. Mais si Marie Spencer a les mêmes opportunités que Marie-Ève Dicker, elle est double championne du monde parce que Lozano puis Namus, elle les a battus, mais Marie-Ève a eu la chance de les battre en championnat. Puis après ça, elle aurait pu unifier, puis peut-être qu'elle n'aurait pas battu Jonas, Herman, tout ce monde-là, mais en unification. Fait, on dirait que ça dépend, à la boxe, ça dépend t'es où, à quel moment, contre qui. On est dans une ère où le 154 livres est beaucoup plus riche qu'il était il y a 2-3 ans. Tu as des filles comme Harper, tu as des filles, juste Anna Rankin amène une certaine qualité. Anna Rankin, là, elle a 6 défaites, OK, puis elle s'en retourne en championnat du monde. Oui, puis elle va gagner en plus. Je vais te dire une chose, OK, puis, je sais pas. Je vais dire ce que je pense, là, puis j'espère que je ne vais pas froisser tout le monde. Là. Mais j'ai hâte de voir si
Camille et Stéphane, puis Marie Spencer vont comme faire le choix de continuer. Puis je vais t'expliquer deux choses. Il paraît que ça coûte quand même assez cher de trouver des adversaires potables. Puis c'est pas tout le monde qui va affronter Marie Spencer à cause de la claque. Puis du côté de Camille, tu sais, je sais pas comment. Je pense pas que Camille il a des problèmes d'argent, là, mais est-ce qu'il va vouloir continuer à investir sur Spencer qui vient de perdre deux fois? Puis qui n'a pas nécessairement un immense fanbase au Québec à cause qu'elle ne vient pas d'ici, là, elle vient d'une autre province. J'ai hâte de voir tout ce concept-là de le fait qu'elle est rendue à l'âge qu'elle a échoué deux fois, qu'il n'y a pas énormément peut-être de possibilités versus les coûts que ça a d'aller chercher les adversaires. J'ai hâte de voir comment qu'on va gérer tout ça, ça veut continuer. Je ne parlerai pas au nom de Camille parce que je ne sais pas dans sa tête comment ça va se passer. Moi non plus, je fais juste comme mais ton point est bon. J'ai posé la question à chaud, c'est à chaud, là. Je ne l'ai pas posé, en fait, ça a été posé à Mary puis à Sam aussi après. Puis Mary semble vouloir continuer. Elle aime beaucoup la vie de gymnase, tout ça. Si elle veut continuer, ils peuvent aller la repositionner quand même assez rapidement en aspirante obligatoire. Ça ne veut pas dire pour autant qu'elle va gagner un titre. Encore là, c'est la même situation que Jelena qui a perdu 12 fois, qui est notre meilleure au Canada. Oui. Tu sais, Spencer, si ça avait 31 ans, là, je la prends dans mes bras, puis je dis ça, tu vas être championne du monde, puis tu vas garder le titre pendant 4 ans. On va aller positionner à WBC, on va mieux faire les choses. Parce que là, je veux m'adresser à Marie Spencer. Ben, Marie Spencer, c'est la même chose, mais je veux m'adresser à Marie-Ève Dicker qui est chez eux. Cecilia Bracus a affronté Terry Harper, là. Je pense que Dicker, tu aurais pu en battre une à 9 h le matin, battre l'autre à 4 h l'après-midi. On va en parler tantôt. Être obligé. J'ai écrit à Marie-Ève Dicker pour lui dire sors de la retraite, Joël Vert, tu es au gym à tous les jours, lâche tes bâtons de golf. Il y a du monde de 85 ans qui joue au golf. C'est donc tranquille. Allez rejouer au golf à 85 ans. Je veux que Marie-Ève Dicker revienne et aille mettre la main sur les titres. C'est pas normal que des filles comme Anna Rankin, que des filles comme Cecilia Bracus, qui est rendue à l'âge de quasiment de penser à la maison de retraite, soient capables de faire des combats nuls dans des combats unifiés, pendant que Marie-Ève Dicker joue au golf. Marie va chercher un titre pour une troisième fois et marque l'histoire. C'est sûr que je sors cet extrait-là pour promouvoir ce podcast. Viens me dire que Marie-Ève Dicker, présentement, ne bat pas la Terry Harper puis la Cecilia Bracus. On va en parler tantôt du combat, mais c'était pas un combat extraordinaire, effectivement. Pour Mary Spencer, moi, c'est une Mary Spencer quand même grandement améliorée avec 6 mois de travail avec cette équipe-là. On voit que le changement était bénéfique pour elle. La forme physique était là, sauf que Femke avait une petite coche au-dessus encore de ce côté-là. Ça peut être l'âge, comme ça peut être juste la méthode ou la longévité dans l'entraînement. On ne le sait pas. En conclusion, est-ce que tu remarques que Marie Spencer et Kim Clavel ont probablement disputé chacune un très grand combat dans une défaite? Et d'un côté, Marie Spencer, c'est chapeau, elle a fait un bon spectacle. Tout le monde elle a bien commencé son combat, Mary. Là. Moi, je lui donnais l'avance dans la première demi. J'y ai donné 4 rounds sur 5 dans la première moitié. Moi, j'avais un 96-94, mais je ne lui ai pas donné de round après le 5e. C'est drôle, hein, parce que c'est tellement mal fait la vie que Kim Clavel a mieux fait que Marie Spencer, mais la décision est plus serrée du côté de Spencer quasiment que du côté de non, il y a un juge qui donne c'est MD versus. Mais moi, je ne vois pas le 95-95 comme étant pertinent ici. Selon moi, ça aurait dû être décision unanime Femke Hermans. 97-93, c'est tout à fait plausible. 96-94, il y avait un round ou deux qui était un petit peu plus serré. Je l'accepte, mais. La juge qui a 95-95, je me doutais qu'elle allait faire ça parce qu'elle avait une canne blanche pour marcher vers le ring. Hey, on avait d'autres combats féminins. Puis, on va commencer par Caroline Vert. Attends. J'ai quelque chose à dire tout de suite. On aimerait féliciter Caroline Vert qui a convolé. Comment on dit ça? Convolé en juste noces. Oui, convolé, ça se dit-tu ça? Oui. En juste noces. Une journée d'éclipse solaire. Je pense que c'est des gens qui sont dans l'astrologie, j'imagine, parce qu'ils ont décidé de faire ça la journée de l'éclipse. Bravo, c'était des belles photos, ça. Longue vie aux amoureuses. Oui, absolument.
Ça n'a pas trop paru, les bobos d'yeux. Caroline, une couple de jours après, je l'ai croisée, puis elle se mettait du maquillage. Là, je me marie en fin de semaine, je me marie en fin de semaine. Les photos étaient belles. Chapeau. Elle avait 2 petits yeux de raton laveur. C'était comme mignon. Francesca Bellucci, oui, elle a fait travailler Caroline. Ça ne veut pas dire qu'elle a dominé Caroline, pas du tout. C'est pas ça l'affaire. Mais c'est le style de Francesca Bellucci, la jeune Italienne qui est arrivée. C'était un style difficile à prendre. Elle savait qu'elle était moins douée côté boxe. Fait qu'elle a utilisé les avantages qu'elle avait. Elle a dit, je vais coller Caroline Vert comme une mouche attirée par un pot de miel. C'est pas mal ça qu'elle a fait tout le long. Je me demandais de s'en aller où, ta mouche? Comme une mouche attirée par un pot de miel ou une abeille attirée par un pot de miel. C'est ça qui est arrivé. Ça a été un combat très physique parce que la jeune Italienne, elle en avait du volume, puis elle était tough. Honnêtement, tout le long du combat, on l'a vu tirer. Sa meilleure défense, c'était l'attaque. Et coller Caroline, pousser Caroline dans les cordes, être un petit taureau. Caroline, il a fallu qu'elle travaille fort pour sortir de là. Puis, en ce sens-là, ça a fait progresser son style pro. Moi, je disais tout le temps à Vincent Morin, que le matchmaker, que je dis, où c'est que tu l'as trouvé, l'Italienne? Genre, es-tu allé sa 6e page sur BoxRec? Puis là, je me moquais un peu qu'on protège un peu Caroline Vert parce qu'on la fait boxer à chaque mois, mais elle est comme 6e sur BoxRec, puis on y trouve tout le temps 95, 96. Je dis, OK, je le vois, votre truc, là, vous la gardez active contre des filles qui savent plus ou moins boxer. Puis là, il me disait que Belluschi avait battu, à son dernier combat, je pense qu'elle avait battu une fille de l'équipe nationale en Italie, puis qu'elle n'était pas aussi mauvaise que je disais. Genre. Puis là, finalement, moi, je ne l'ai pas trouvé bonne, mais tu sais, je l'ai trouvé comme... C'était correct. Non, Caroline, pour un combat après un mois d'inactivité. Mais elle avait un bon conditionnement physique. Puis, souvent, en boxe féminine, tu sais, à cause que c'est 2 rondes, puis à cause que c'est rapide, quelqu'un qui a un bon conditionnement physique ou une force, il va réussir à accrocher, pousser, gagner du temps. Tu sais, c'est un peu ça. Moi, je l'ai bien aimée, la petite Bellucci. Elle est jeune. J'ai trouvé qu'elle faisait... Faut comprendre aussi que Caroline est encore en transition vers son style pro et il faut la faire travailler. C'est pour ça qu'il y a à mettre contre plusieurs filles. Puis, ils la font boxer souvent. C'est son 5e combat cette année, son 6e depuis ses débuts pro. Moi, je n'ai pas de problème avec ça tant qu'on ne met pas en danger des boxeuses. Il faut que ce soit quelqu'un qui soit capable de tenir le rythme aussi. Bellucci aussi s'est battue il y a à peu près un mois, même 3 semaines. Elle a eu le knockout au 2e round contre une adversaire. Ça reste que ces 2 filles qui se sont battues dans les 4 semaines précédentes. Il fallait je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Je me suis dit, ça va-tu vraiment être un walk in the park pour Caroline ou est-ce que l'autre est meilleur? J'ai trouvé que c'était un combat décent pour faire travailler Caroline sur certains aspects, entre autres comment se sortir des cordes quand tu es dos aux cordes. J'ai trouvé aussi comment faire, quand quelqu'un, sa défensive, c'est son attaque, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parce qu'on voit moins ça chez les amateurs. C'est exact, on voit beaucoup plus ça chez les pros. La petite Bellucci, elle, était contente de son combat, elle était très fière de son combat. Elle a dit qu'elle avait gagné le cœur de la foule. Elle avait 4 victoires. La fiche combinée de ses adversaires lors de ses victoires, 1 victoire, 10 défaites. Ça la valorise quand même d'avoir affronté Caroline Vert. Les matchmakers, ils pensent qu'on n'a pas accès à BoxRec, puis on ne va pas voir que la fille a 1-10 contre... Mais ça ne veut pas dire que parce que tu as affronté des adversaires faibles, que tu es faible toi-même. Non. C'est là qu'on a vu que Bellucci était meilleur. Mais il doit avoir une... Parce que je ne veux pas faire que je ne sais pas, mais il doit avoir une raison pourquoi on va en Italie chercher une fille comme ça. Je dis peut-être qu'elle coûte pas cher ou je ne sais pas, mais je ne peux pas croire qu'en Amérique du Nord, il n'y avait pas quelqu'un de... Tu sais, peut-être pour les prochains combats, que ce soit au Canada. Regarde, là, j'espère que je ne me mélangerai pas des noms, mais c'est-tu Vanessa Bradford? Elle s'en va affronter Caris Artingstall en Angleterre, Vanessa Bradford. C'est qui la Canadienne qui vient de perdre là, contre... Jennifer Williams, c'est-tu la même catégorie de poids? Non, c'est pas la même catégorie. Okay, Jennifer Williams va affronter une fille, j'ai su ça cette semaine. Mais des fois, le nom va me revenir, mais tu sais, des fois, on prend, mettons, une Canadienne dans notre tête, tu sais, même, je pense que Marie-Pierre Roule aussi, on avait une Canadienne, là, qu'on visait pour elle, tu sais, pour dire, OK, mais qu'on aille à Trois-Rivières. Ça coûte plus cher, Laurent. Oui, mais c'est qu'ils finissent par perdre aussi, tu sais,
on plante quelqu'un, puis ça va être dans 18 mois qu'on va faire le combat. Puis, ça fait changement. Une Italienne pour Caroline, ça fait changement des Mexicaines. C'est un autre style. Puis, on l'a vu, c'était quand même très différent, même si la fille était dans la cabine téléphonique tout le long. Ça reste que c'était différent. Moi, je suis pas contre d'aller une fois de temps en temps, puis en Italie, tant qu'on va pas dans les filles d'Europe de l'Est qui ont une victoire, 30 défaites, ça, j'aime vraiment pas ça. Est-ce que tu sais, puis rappelle-toi que tu iras lire là-dessus, en Hongrie, ils ont fait il y avait eu des études, c'était même pas des vrais combats, genre, j'y envoyais des fausses feuilles pour gonfler des fiches, puis les gars, ça arrivait 18 ans en Angleterre, ils n'avaient jamais boxé, là. Oui, c'est des affaires de même, puis il y a des filles, entre autres en Europe de l'Est, qui vont boxer, puis ils ne font même pas le poids, ils boxent à tous les mois, ils donnent 20% de la bourse, puis ils se présentent là, puis ils font leur combat pareil. Moi, j'aime pas ça, c'est dangereux. Moi, j'adore aller voir ces combats-là sur YouTube. Des fois, ils ont l'air d'une cafétéria d'école. Parlons de Marie-Pierre. Marie-Pierre Roule gagne une décision majoritaire. Là, Marie-Pierre, j'ai été dur avec elle sur mon podcast. Il a fallu que j'aille y faire un câlin au gala parce que j'avais peur qu'elle soit fâchée. Des fois, on est dur avec les gens qu'on aime. Marie-Pierre, ça fait décision majoritaire. Et là, je disais, elle était fâchée après moi parce que je disais, hey, tu t'as chialé parce que ton combat était descendu à 8 rondes. Finalement, ça l'a joué un peu à ton avantage parce qu'il était temps que ça finisse. Puis elle m'a dit, j'ai envie de t'en soigner une droite au foie pour que tu essayes de respirer après. Non, mais Marie-Pierre Roule, OK, je l'ai eu en entrevue 1 mois à peu près avant son combat. On savait que c'était Cindy Reyes-Espinoza. By the way, Cindy devait affronter Marie-Pierre un peu plus tôt cette année, mais à 147 livres. Quand Marie-Pierre a décidé de descendre, Cindy a accepté de descendre à 140. Marie-Pierre m'avait dit en entrevue pré-combat, 1 mois avant, qu'elle savait que cette fille-là avait quand même certaines aptitudes. Il faut se rappeler que Marie-Pierre a fait un combat difficile contre une fille qui s'appelle Marisol Moreno l'année passée. Et que cette fille-là, Cindy Reyes-Espinoza, a battu 2 fois Marisol Moreno. Maintenant, ça peut vouloir rien dire comme ça peut vouloir dire quelque chose. Mais la qualité de Marisol Moreno, on en avait beaucoup parlé. Donc, Cindy ayant battu 2 fois Marisol, elle devait être capable d'y faire face puis de lire un peu qu'est-ce qui se passait dans le ring, là. Donc, on se ramasse à la pesée. J'étais là. La fille arrive. Là, on a vu plein de critiques. C'est quoi cette shape-là? Ben, elle n'est pas en shape, puis nanana. Puis... Ouais. Moi, encore là, je fais toujours attention parce que être pas en shape, c'est pas juste, on ne peut pas juste le voir. Mais Marie, je vais déballer mon sac, puis après ça, je te laisse. Ah oui, donc, je vais faire super vite, OK? C'est juste que Marie-Pierre Roule est allée contre Sandy Ryan, elle a bien paru. Là, dans notre tête, on établit Marie-Pierre Roule avec les meilleurs de la division. J'entends même son agent avant les combats qui commence à parler de Cathy Taylor à 135 parce que Marie-Pierre a fait 138,5. Okay? Là, je me dis, tant mieux, tu sais, plein d'espoir, Marie-Pierre fait partie du calibre mondial. Là, elle affronte une fille qui vient d'avoir 21 ans, qui se présente, qui est un peu boulotte, qui est plus petite. 21 ans, c'est jeune, qui a la moitié de son expérience professionnelle, qui a probablement jamais boxé chez les amateurs parce que c'est une Mexicaine, parce que les Mexicains, ils n'ont pas vraiment de réseau amateur. Là, moi, dans ma tête, je me dis, OK, c'est le temps de Marie-Pierre de venir lancer un statement puis de montrer à la division des 140 qu'elle est là. Puis peut-être que c'est moi qui évalue mal Cindy Reyes-Espinoza, mais quand ça finit qu'une décision majoritaire, sur les médias sociaux, il y a des gens qui étaient un petit peu durs, qui disaient le vol, c'est pas Kim Clavel qui l'a eu dans la soirée, c'est Espinoza. Tu sais, le monde a été dur. Sur Moreno, ils ont été durs aussi. Je trouve juste que parfois, c'était le temps de faire le statement, puis il n'est pas arrivé, jeune. C'est pas arrivé. Elle a commencé, Marie-Pierre, elle a bien commencé son combat. Honnêtement, elle avait le tour dans les premiers rounds. Moi, je trouvais que ça se passait bien, puis les coups avaient l'air d'avoir un certain impact sur Cindy Reyes. Hein, oui, elle frappe fort, Marie-Pierre, puis on le sait, puis tout ça. Mais il est arrivé de quoi au 4e round, puis au 5e round, qui a fait switcher un peu le combat. Ces 2 rounds-là, le 4e puis le 5e, moi, j'avais l'impression que tout d'un coup, Reyes-Espinoza avait montré un peu de puissance et avait atteint Marie-Pierre à des places qui faisaient mal. Marie-Pierre a dit en conférence de presse, par contre, que non, elle n'a pas senti vraiment la lourdeur des coups. Fait que ça, je vais le laisser de côté. Moi, c'était ma perception.
réception, mais Marie-Pierre dit que non. Mais ça a été quand même un game changer. On dirait qu'à partir de ce moment-là, Reyes Espinoza a vu des trous. Elle les a vus, les trous assez gros même. Elle savait exactement à quel moment lancer ses attaques, puis elle savait exactement comment le faire. Donc, c'est là où c'est devenu plus dur. Marie-Pierre, il a fallu qu'elle s'adapte. Ça ne s'est pas passé exactement comme elle l'avait prévu. Puis on s'est rendu compte que la petite boulotte, hein, comme on dit, ben, elle avait du cardio. On n'a pas le droit de dire ça. Mais non, mais c'est parce que les gens disaient ça sur les réseaux sociaux, que c'était une petite grosse. Mais la petite grosse, elle avait du cardio. Fait que c'est là mais c'est drôle, mais tu sais, je veux pas rire de nos adversaires qu'on amène, mais tu sais, des fois, ça me fait rire de voir des pesées où, tu sais, les filles ne peuvent pas se regarder dans les yeux parce que l'autre est trop petite, là, tu sais, comme Marie-Ève Dicker avec celle qui était aveugle à l'époque, tu sais, c'était une petite boulotte. Là, on n'a pas le droit de dire ça. Après ça, tu sais, Léla Baudouin, son adversaire, c'était, tu sais, la condition physique. On va en parler juste après. Ça paraissait, là. Mais pour Marie-Pierre, parce que là, ça fait 2 fois que je la magane, puis je l'aime beaucoup. Un jour, elle ne voudrait plus me parler. Mais là, je voulais juste dire, par exemple, je trouve que pour tout ce qu'elle a fait, pour son combat, ce qu'elle a fait pour la boxe pendant la pandémie, ce qu'elle a fait en Angleterre où elle a bien paru contre Sandy Ryan, là, elle va être très bien classée à 140. Moi, je ferais avec la défaite de Kim, puis je ne sais pas ce que Kim va faire, avec Caroline Vert, qui a peut-être un style encore olympique, puis je pense pas qu'on peut mettre en finale d'un show par rapport au spectacle qu'elle donne pour le moment. Moi, je parachuterais Marie-Pierre Roule en finale au casino, qu'elle profite de la promo qui vient avec. J'essaierais d'y trouver une adversaire nord-américaine, peut-être, qui est déjà allée en championnat du monde ou quelque chose. Moi, j'irais un petit boost de promo sur Marie-Pierre, puis c'est elle que j'essaierais de pousser. Quand t'es pas capable. Parce que si on amène toujours à Marie-Pierre des adversaires qui se garochent en avant, elle ne pourra pas travailler sa propre boxe. Ça va toujours être en train d'essayer de se dépêtrer. Effectivement, tu as raison, ça prendrait une fille qui a déjà été en championnat du monde. Une autre Canadienne. Ou une autre Canadienne pour qu'on ait un combat avec des styles qui fonctionnent. C'est comme si on amène toujours des filles qui font pas de sens qui font pas de sens avec le top. Je ne sais pas comment l'exprimer autrement. On amène des filles qui sont capables d'aller chercher des rondes, mais qui le font de façon un peu controversée. Les Mexicaines coûtent moins cher que les Nord-Américaines. Oui, mais ce n'est pas contre les Mexicaines, parce qu'au Mexique, tu peux avoir le pire et le meilleur. Hein? C'est un puissant fond. Mais Moreno était bonne. Peut-être qu'elle ne voulait pas revenir. Mais peut-être qu'elle ne voulait pas revenir, mais c'est parce que Moreno, c'est une 147 livres. Marie-Pierre est rendue à 140. Il va falloir chercher une fille de 135, 140 pour Marie-Pierre. Même que Marie-Pierre a fait en bas de. Elle fait 138,5. On n'est pas loin du 135. Fait que ça ferait du sens, mettons, de prendre une fille en catchweight, là. À 137 livres, mettons. Mais dans le 135 et le 140, il faudrait chercher là, arrêter d'aller puiser dans le 147. Ça laisse Marie-Pierre avec des filles qui sont habituées de boxer d'un certain style. Là, il y a plus de vitesse à 140, etc. Il faut miser là-dessus pour la faire travailler. Je veux Marie-Pierre en finale. Oui, elle serait due. Elle a presque été en finale pendant un bout. On pensait qu'elle serait en finale au mois de septembre, ce qui était censé être au mois de juillet. Après ça, ils ont rajouté Jonathan Dibella, qui était censé faire une finale. Puis on connaît le scandale qui a été enlevé de là. Puis le gala a été reporté à septembre. Puis là, c'était rendu trop proche d'octobre. Marie-Pierre, ils ont focalisé sur octobre. Bref, il est temps, j'aimerais ça aussi l'avoir en finale. Mais il ne faut pas s'inquiéter de ce qu'on a vu. Ce n'était pas un adversaire qui était là pour faire progresser Marie-Pierre tant que ça à 140. Mais il y a un paramètre qu'on n'a pas parlé, c'est que c'est la première fois qu'elle avait une réelle coupe de poids à faire, puis une réelle peut-être un régime qui était plus strict, parce que je pense qu'à 147, elle n'arrachait moins. Là. Mais pas qu'elle n'arrachait, mais. Non, mais c'est de l'adaptation, faire une coupe de poids. C'est de l'adaptation. Léla Baudouin tourne la page sur sa défaite avec une domination. Puis là, tu sais, Léla. Pas de sa faute, Léla n'a pas choisi l'adversaire. Ben, ça a l'air que c'était le dernier choix, ça allait. Mais tu sais, elle a fait ce qu'elle avait à faire, 80-72. Le prochain gala est à Québec. Léla est jeune. Depuis tantôt, on parle de filles au Québec qui sont quand même dans la trentaine. Léla, elle, c'est une jeune de 26 ans. Il n'y a aucun problème. Léla ramasse l'expérience.
Valverde, ça faisait des drôles de photos à peser, mais on regarde en avant la vie. J'ai tellement ri parce que la fille, premièrement, Estrella Valverde, côté personnalité, est vraiment nice, OK? Tout le monde est en amour avec. Le Corey Erdman me disait, je pense que Valverde s'est rendue ma boxeuse préférée au monde en parlant de sa personnalité. Tu sais, il parlait pas du tout de ses aptitudes, mais elle était drôle. Elle est arrivée comme une touriste, honnêtement. Elle est arrivée comme une touriste. Elle se baladait, elle faisait des entrevues, elle envoyait des becs à tout le monde. Elle était colorée. Sauf qu'elle était trop petite. À base, c'est ça le problème. Elle était trop petite. Elle a beaucoup d'expérience, mais c'est une 112-115 livres qui a elle-même, elle me l'a dit. J'ai monté de 3-4 catégories pour prendre ce défi-là. J'en avais envie. Mais comment ça, si tu le sais, si je le sais, le matchmaker, il lève pas la main, puis on l'adore, le matchmaker, mais il sait lui aussi. C'est une 112-115. La régie capable de regarder les poids. Genre, moi, je comprends pas que ça passait à régie. Elle a fait sa pesée toute habillée, puis probablement les poches pleines. Je dis ça sans savoir, mais elle était comme dans un genre de costume de plongée là, quand elle a fait sa pesée, un genre de... à ramasser les roches dans le pavé en avant. Elle a fait 129 à peser, mais c'est clairement pas 129 son poids de pesée. Là. Mais là, en bobette, en brassière, puis je suis pas mal sûre qu'elle faisait à peu près 123 livres. Là. Elle était tout petite, elle avait une tête et demie de moins que Leila. Puis aussi, il faut le dire, sa fiche, elle a peut-être une victoire, sa dernière avant Leila, mais c'était contre une fille qui était faible. Et toutes les autres, les 5-6 autres combats avant, c'était des défaites, dont certaines par knockout. Elle n'était pas dans la meilleure période de sa vie pour venir affronter une fille de 4 catégories plus lourdes. Ça n'enlève rien à Leila, cela dit, parce que Leila revient d'une défaite au Mexique qui était un peu controversée. Il y en a qui avaient dit qu'elle avait perdu, d'autres que non. En tout cas, on n'en reviendra pas là-dessus, mais elle devait se battre sur la carte de Beterbiev, ça a été reporté. L'adversaire a changé, c'est pas cette fille-là qu'elle devait affronter. À la base, c'était Agustina Rojas au mois d'août, qui était un peu plus lourde, qui aurait fait du sens aussi pour un retour. Mais cette fille-là s'est désistée quand le changement de date a eu lieu. Puis là, ils ont été pris pour choisir cette fille-là, Valverde. Sinon, Leila n'aurait pas été de la carte. C'était le dernier choix. Bon, ça a passé à régie. C'est pas de mes affaires rendues là, OK? Leila a utilisé le fait que Valverde était quand même durable, parce que c'est sûr que Valverde n'avait pas les aptitudes boxe, mais était quand même durable pour travailler des affaires. Puis ça, je trouve que ça a été bien fait dans l'équipe de Leila. Ils ont dit, bon, elle est peut-être faible, elle est plus faible que toi, tu ne devrais pas être en danger du tout, donc ose. Fait que Leila l'a osé, elle a essayé des affaires, elle a essayé d'aller un petit peu plus en puissance. Elle a vraiment essayé de bouger la fille comme elle voulait, travailler à couper le ring, travailler à l'amener où elle voulait. Ça, c'est riche comme expérience parce que tu peux te le permettre quand l'adversaire est plus faible, puis tu le sais que tu ne seras pas vraiment en danger. Il ne faut jamais prendre pour acquis, mais tu le sais que sa puissance te fera pas mal parce qu'elle est plus petite que toi, etc., etc. Tu peux essayer de travailler en durabilité. Leila a fait 8 beaux rounds qu'elle a dominés. Elle a travaillé plein de choses. Cette expérience-là, c'est comme une grosse pratique, dans le fond, qui va l'amener peut-être ailleurs pour Beterbiev, la carte Beterbiev Speed du mois de janvier, où elle est déjà prévue. Moi, je n'ai pas de problème avec ça, mais je trouve ça risqué. Je vais te faire rire, mais est-ce que tu sais qu'est-ce qui m'a le plus fasciné avec Leila cette semaine? Tu sais, quand il y a eu la COVID, Leila... c'est assez évident là, qu'elle avait la clé pour rentrer au gymnase par en arrière parce que c'est la seule personne. On est tous sortis de la COVID avec 50 livres de plus. Léla est sortie de la COVID. Tu prenais la photo avant-après. C'était devenu une athlète de mais pointe. Encore plus là, Laurent. Là, elle a changé. C'est-tu préparateur physique ou... au niveau du nutritionniste, je pense. Nutritionniste, mais elle est rendue avec Jean-François Gaudreau, je pense, qui est comme... une sommité, là, il a travaillé à peu près avec tout le monde. On se rappelle que c'est lui qui travaillait avec Patrick Côté, je pense, c'est là qu'on l'avait connu les premières fois. Léla dit que ça a été smooth, ça a bien été pour faire le poids, mais Léla, elle est vraiment en superbe condition physique. Mais Léla est devenue plus musculaire. C'est là que ça a travaillé la nutrition. Et on voit que c'est une athlète dédiée. Oui, vraiment. Puis... moi, je suis emballée par ce qui va suivre. No joke, là, j'ai vu des choses que j'ai aimé voir. Vraiment, ce combat-là, j'ai aimé chaque round. Pas parce que j'ai aimé voir le travail. Léla n'était pas avec son point habituel. Hein. Je vais te dire quelque chose de drôle sur Léla, OK? Puis Léla, j'espère que tu écoutes celle-là, tu vas bien rire. Léla, je trouve que, tu sais, au début, elle était chez Eye of the Tiger. Là, il est arrivé,
mais est arrivé peut-être, mais j'arrive pas à trouver l'espace-temps, mais là, il y avait Kim Clavel, tu sais. Fait que là, c'était Kim Clavel qui était là, puis Léla était comme dans l'éclipse, tu sais, médiatique. Là, après ça, elle reste avec Eye of the Tiger, elle fait ses choses. Là, il arrive Vanessa Lepage-Johannis. Là, il arrive Régent Tremblay puis Julie Bertrand. Il commence à nous parler de Régent fait 2 pages sur Vanessa dans le journal. Euh, le documentaire. Là, il y a comme un éclipse. Vanessa, Marie Spencer, les documentaires, la vie de Marie Spencer. Là, l'éclipse est tout le temps comme. Hier, il y avait un éclipse. Là. Elle est tout le temps dans l'éclipse. Elle est tout le temps comme en dessous des autres, parce qu'elle est plus jeune, on la développe, on parle moins de championnat du monde. Mais elle est en superbe condition, elle fait toujours ses affaires. On dirait que c'est tout le temps comme la numéro 2. Le potentiel est là pour avoir des gros combats. Là. Il approche en maudit. Les gens, il va falloir qu'ils commencent à parler d'elle un peu plus. Là, parce que ça s'en vient. Puis elle gagne à être connue, elle est très intelligente, Leila aussi. C'est quelqu'un qui a de l'intelligence quand on parle de boxe, mais aussi en général, c'est une fille qui est dédiée à tout ce qu'elle fait. Elle gagne à être connue. Ouais, c'est ça. Mais ça me ferait qu'elle soit comme tout le temps. C'est tout le temps. Elle n'est jamais la saveur du mois, mais elle est tout le temps sur le menu. Bon, je veux que tu me parles un peu. Tu étais au gala de New Era avant-hier, si je ne me trompe pas. Ouais. Et Maxime Turcotte, Novosedlic, en fait, c'est début pro. C'est une fille qu'on n'arrivait à rien trop. On ne trouvait absolument rien sur elle. Même le promoteur Yann Pellerin n'était pas sûr. Il me dit c'est une fille de Laval qui est partie étudier le métier de policier à Ottawa. Je n'ai pas trop compris. C'est quelqu'un qui comprend bien le français, mais qui répondait en anglais. Tu as vu ma grande entrevue que j'ai faite avec elle. Mais elle comprenait. Son coach était là aussi. Elle était en superbe condition physique. Elle était grande. Elle avait tout de suite l'air d'une pro. T'sais. Elle est arrivée dans le ring. Là, elle voyait qu'elle était plus grande que son adversaire. Fait qu'elle a vraiment joué la longe, la portée. Elle s'est déplacée. Elle avait déjà l'air d'avoir un style qui est professionnel. Elle fait de la MMA. Elle a des combats de MMA pro. Déjà à son actif, quelques-uns en tout cas. Elle a aussi gagné, si je ne me trompe pas, les Gants dorés en 2017 en Ontario. Fait que c'est pour ça qu'on la connaît moins au Québec, parce que ce n'est pas un nom qu'on a vu circuler beaucoup ici. Mais elle m'intrigue. Elle s'est battue à 135 livres, je pense aussi. Elle a de la elle est très grande quand même, fait que je m'attends à ce que peut-être qu'elle va pouvoir bouger même à 140 à moyen terme. 140, 147, là, elle a l'air assez grande pour pouvoir aller de 135 à 147, en tout cas, mon opinion. Là. Superbe condition physique, par exemple, était vraiment était en shape. Puis l'impression que son gérant disait que là, ils sont à l'étape de faire des contacts, d'essayer de pouvoir boxer un peu partout, tu sais, au Canada, peut-être. Elle n'est pas signée chez New Era, si je ne me trompe pas. Elle était invitée sur la carte. Oui. Tu as des appels. Tu as des appels. Hello. Marie, il faudrait jamais que j'aie un téléphone. T'es trop populaire. Je savais que tu allais revenir. Ouais, je sais pas ce qui est arrivé. En plus, t'es des journalistes importants. Mais m'entends-tu bien, là? Oui, je t'entends bien. C'est juste quand tu as un appel, tu deviens dans le noir. Oui, du côté de c'est ça, là, ils veulent développer des contacts, puis finalement, ça va être un peu ça. Mais Yann, il m'a déjà dit qu'il y avait un plan pour elle, là. Je me rappelle pas contre qui, mais il y avait quelqu'un au Canada, là, pour elle. Il voulait peut-être la ramener. Je sais qu'il va avoir une carte je crois que c'est le 9 décembre à Drummondville. Puis Yann, c'est un peu ça son concept, c'est de ramener les gens qui gagnent. Mettons qu'il prend un boxeur indépendant comme elle. Si elle l'emporte, son idée, c'est de la ramener, de lui donner une chance. Donc, on va voir ce que ça donne. On va la suivre parce que moi, m'intrigue. J'ai pas encore. Je peux pas encore dire elle est comme ça, elle est comme ça. On n'a pas vu assez. On a 4 ans à peu près à notre actif de cette fille-là. Elle a gagné une décision. Bref, on va voir qu'est-ce qu'il y en est. On va voir qu'est-ce qu'il y en est. J'ai envie de parler des Panames vite, Laurent. Vas-y.
Je veux juste te dire que les Panames commencent, puis qu'il y a plein de filles dessus. Bien sûr, on a 6 Canadiennes qui sont aux Panames. La manière que ça va fonctionner, tu en as parlé, tu as fait un spécial Jeux olympiques, fait qu'ils en ont parlé un peu là-dedans, mais je vais récapituler pour les Panames. Donc, tout dépendamment de la catégorie, les 2 premières ou les 4 premières qui vont atteindre ces catégories-là vont se classer automatiquement pour les Jeux olympiques. Donc, ça dépend de la catégorie. Chez les filles, en tout cas, c'est comme ça que ça marche. Il y a 2 catégories, je pense qu'il y a 4 filles qui vont se classer automatique, puis les autres, c'est toutes les finalistes. Et celles qu'il faut surveiller en particulier, parce qu'on en a quelques-unes qui sont intéressantes et qui ont une chance, peut-être plus que d'autres, de se classer automatiquement. Mais la première, c'est Tamara Thibault, à 75 kilos, qui a été championne du monde il y a 2 ans, qui n'a pas été au championnat du monde cette année à cause du boycott de l'IBA, comme plusieurs pays, mais qui serait probablement très bien placée pour gagner ou être finaliste au Paname. Je m'attends à voir... les Panames commencent, là, ça va terminer le 5 novembre. C'est du 20 octobre au 5 novembre pour la boxe. Et dans la catégorie de Tamara Thibault, là, il y a Théodora, mon amie, qui habite ici dans mon quartier, qui est à l'entraînement 7 jours par semaine. Et elle s'est mis dans la tête qu'elle peut surprendre Tamara Thibault au Canadien. Et elle ne focus que là-dessus. Mais il faut falloir que Tamara, faut pas que Tamara finisse 2e ou première à ce moment-là. Parce que si elle finit, sinon c'est mort dans le pire, elle va gagner les Canadiens quand même. Oui, mais c'est ça. Mais sauf que Tamara ira peut-être pas. C'est ça l'affaire. Les Canadiens sont différents cette année. Autre fille qu'il faut surveiller, c'est Charlie Cavana, à 60 kilos. Charlie Cavana a eu des bons résultats à l'international. Donc, elle est bien placée, Charlie. C'est une fille du Nouveau-Brunswick pour se qualifier aussi. On va voir qu'est-ce que ça donne. Puis moi, j'ai un autre nom des 6 filles, Scarlett Delgado. Scarlett Delgado qui a aussi eu une médaille au championnat du monde il y a 2 ans, les mêmes que Tamara. Elle a eu une médaille, si je ne me trompe pas, d'argent. Et elle pourrait bien faire et se qualifier aussi pour les Jeux olympiques. Si je ne me trompe pas, c'est à 54 kilos, Scarlett Delgado. Les 3 autres, je ne sais pas. On parle de Mackenzie Wright. En tout cas, j'ai hâte de voir Mackenzie a fait le camp d'entraînement de Kim Clavel, by the way. Toi, tu habites à combien d'heures de Québec? 3h30, 3 heures. Il y a des rumeurs que les championnats canadiens, ce n'est pas encore décidé. Il y a des rumeurs que ça pourrait être à Québec. On va peut-être aller faire un tour si c'est le cas. Là. Ça ne sera pas pire. Hein? Il y a quelque chose à voir là. Bref, je voulais juste souligner ça. Moi, je vais poster les résultats au fur et à mesure que ça sort pour nos filles sur la page de 120 secondes, surtout sur la page Facebook, la page Méta. On va aller vite pour le reste. C'est des sujets internationaux un petit peu plus. Je veux juste revenir sur la pire décision de l'année. J'ai jamais vu un si grand consensus mondial en boxe. Tu sais, c'est toujours un peu controversé quand on dit qu'il y a un vol, le mot vol qui ressort. Puis là, ben, pour Ryan McCaskill, là, honnêtement, là, il y avait un consensus. La plupart des gens, je te dirais 99,9% des gens, ça c'est des statistiques de mon invention. C'est vrai. On veut Ryan se faire voler. Là. C'est un combat nul. Est-ce que tu as entendu Marie-Pierre Roule était en entrevue? Où que je l'ai entendu en entrevue? Il n'y a pas longtemps, et elle dit « Je déteste Sandy Ryan ». Ah oui, elle me l'a dit à moi. Elle me l'a dit sur mon podcast. OK, ouais, puis là, elle raconte qu'ils sont même allés comme la narguer après, puis tout. C'est sur mon... Là, je l'ai vu, Marie-Pierre Roule, puis là, je disais « Il ne faut pas détester les gens dans la vie ». Puis là, elle dit « Non, je l'haïs, tu sais. » Là, je dis « OK ». Mais cette semaine, je ne sais pas si tu as vu le scandale, l'entraîneur de Sandy Ryan, il est à la conférence de presse là, pour la foire qu'il y a eu avec les frères Paul. Puis, il s'en va voir les filles de Prime Girl, les filles de Prime, là, la boisson, qui sont comme habillées sexy. Puis, il prend le micro pour les interviewer et il demande à aux 2 filles de Prime, laquelle de vous 2 qui va mettre dans sa bouche? Ouais, c'est la grande classe. Donc là, ils font comme. Là, le monde de la boxe a comme pris le vidéo puis il a fait comme, tu sais, oui, tu fais la boxe féminine, genre, avec Sandy Ryan. On essaie de rendre ce sport-là noble, tu sais, puis là, toi, tu arrives, puis tu recules à l'âge de pierre, là, tu sais, fait que là... C'est le même genre de gala où le monde se flash les boules, là, tu sais. Mais c'est ça me fait comprendre pourquoi Marie-Pierre déteste à ce point Sandy Ryan. Mais je suis sûre que Marie-Pierre a vu le combat, puis elle aussi a dû crier au vol pour Ryan. Elle a dû dire c'est bien fait, mais c'est crier au vol. Parce que no joke, c'était pas un combat nul, et moi j'ai peur qu'il n'y ait pas de rematch.
Puis je t'explique pourquoi. Même s'ils sont attendus pour avoir un rematch, tu voyais que McCaskill était soulagé d'avoir que ce résultat-là soit arrivé de combat nul. Elle est plus âgée, elle a 39 ans, McCaskill. Elle n'a pas donné de nouvelles au Claire Ryan depuis lors, donc ça n'arrivera pas cette année. Et ça ne m'étonnerait pas que McCaskill, qui ne doit rien à Ryan, il n'y avait pas de clause de rematch automatique ni rien de ça sur un combat nul, prenne un combat, une défense optionnelle plus facile pour terminer sa carrière sur une victoire et elle laisse ses titres après. Donc, c'est ce que je pense qui va arriver. Peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression qu'on n'aura pas de rematch en Angleterre du tout, à moins que la paye soit vraiment fabuleuse. C'est vraiment mais c'est un vol. Tout le monde a crié au vol. J'ai rarement vu tant d'unanimité, tant de consensus en boxe. D'habitude, c'est beaucoup plus controversé, surtout quand on dit le mot vol. Un protège. Un protège, let's go. Combat sans saveur entre Terry Harper et Cecilia Brækhus. On en a parlé un petit peu plus tôt. Hey, c'était-tu plate, ce combat-là? Marie-Pierre bat Harper à 9h. Marie-Ève Dicker bat Harper à 9h le matin. Elle fait une sieste, elle mange des pâtes pour dîner, puis elle bat Cecilia Brækhus en fin d'après-midi. Honnêtement, c'était un combat, c'est sans saveur, là, c'est le mot. Écoute, il n'y avait pas de volume, il n'y avait pas de coup d'impact. C'était lent comme action. J'étais surprise de voir Harper si lente. Je ne sais pas si c'est cause que Brækhus la bloquait vraiment dans sa stratégie, ou je ne sais pas si elle avait la mauvaise stratégie, mais c'était vraiment plate. Puis en plus, ça s'est soldé par un combat nul. Écoute, ça veut dire qu'on va en avoir un autre, parce que les deux filles vont se reprendre l'une contre l'autre. Non. Il n'y a pas un promoteur qui va acheter ça. Ben oui, mais Matchroom va l'acheter certains. Les deux filles, Harper, là, ils veulent qu'Harper ait unifié. Ils vont pas prendre la chance qu'elle ne puisse pas mettre la main sur le titre WBO qui était vacant. Regarde, c'est sûr qu'il va en avoir un autre. J'espère que ça va être plus enlevant. Je suis un peu découragée de tout ça. J'avais Harper en avance, perso, puis je vois pas comment on peut donner un combat nul là-dedans. Cecilia Brækhus a pratiquement rien fait. C'était pas du tout intéressant. Je trouve que la décision, je conteste je vais contester la décision. Ça nous oblige à revoir ça une deuxième fois. Ça aurait dû être du côté de Terry Harper, qui est capable de pas mal mieux que ça. Sincèrement, ça m'a... Une mauvaise journée au travail, comme on dit, pour les deux. Mais Brækhus, il est vraiment temps qu'elle prenne sa retraite. J'ai rien contre la fille, contre son legacy, son héritage. Elle a été undisputed longtemps. Ça a été une grande boxeuse, mais elle est rendue beaucoup trop lente pour la game. Et elle suit juste pas. Cette lenteur-là est initiée par Brækhus dans le combat. Puis là, tu as Harper qui a de la misère à réagir parce que probablement qu'elle n'avait pas la bonne stratégie pour ça. On l'avait vu venir, Laurent. On avait vu Brækhus faire son grand retour, puis on avait trouvé ça très pénible il y a quelques mois de ça. Elle a une victoire en 4 ans, là. Passer à d'autres choses. Bref, je vais passer à Sky Nicholson vite, qui est devenue championne intérim, mais dans le drame. Sky a fait un super beau combat, magnifique, contre Sabrina Perez. C'était à Tijuana il y a quelques semaines de ça. Très beau combat de Sky. Sky qui est en train de devenir une vraie pro. C'est long, la transition, mais là, on l'a vu faire des combinaisons, on l'a vu gérer l'action. Sky a vraiment décidé de ne plus aller aux Olympiques, de ne pas aller à Paris. C'est à toi que Yvon Michel a dit qu'il accepterait Sky Nicholson pour Caroline Vert demain matin? Je ne sais pas, je ne me rappelle plus si c'est à moi qui l'a dit, mais c'est sûr que Sky et Caroline, ça n'arrivera pas à court terme. Matchroom ne mettra pas Sky contre Caroline. Là. Ils ne voudront pas ça. Non, mais Yvon disait plus comme pour la confiance qu'il y a Oui, mais tu sais, Caroline est plus avancée que Sky dans son style pro. Mais puis Caroline a affronté des meilleures filles que Sky aussi. C'est pas pour rien que Caroline, l'algorithme de BoxRec, la met en avant de Sky encore, même après avoir affronté Bellucci, parce que les Emma Gongora, les Angéville qu'elle a affrontés avant valent beaucoup plus que les adversaires que Sky a eu. Okay? Là où je dis qu'il y a eu du drame, c'est que Sabrina Perez était la conjointe de son entraîneur Diego Arrua, qui est décédé dans le coin au 10e round. Il a fait un infarctus dans le coin. Après le combat, il est décédé dans le ring carrément. Et Sabrina Perez avait peut-être 3 combats depuis 2018. Elle était déjà inactive. Elle avait fait sa famille avec ce gars-là qui était plus vieux qu'elle un peu. Je ne crois pas qu'on va la revoir jamais. Elle était rouillée. Mais en plus, tu sais, quand on dit quelque chose qui aurait pu être la plus belle journée de ta vie devient la pire, là, tu sais, tu perds ton titre, tu perds ton mari, ton coach. Elle
à l'étranger, etc. Ça a été dramatique. Un de mes amis était l'arbitre du combat juste avant dans le show de Matchroom, Daniel Duarte. C'est un gars que je connais bien. Puis lui, ça a donné qu'il était assis à peu près à 3-4 places à côté de Arua. Donc, il a tout vu. Puis ça s'est fait. On a vu, il était agité pendant tout le combat. Il criait fort. Il était vraiment très agité. Puis le cœur n'a juste pas tenu. C'est ce qui est arrivé. Fait que ça a été éclipsé, la performance de Sky, à cause de ce drame-là. Mais c'était une belle performance de Sky. No joke, selon moi, c'était sa meilleure depuis le début. Elle était dans son combat. On a vu des combinaisons, on a vu des déplacements. Elle était solide dans tous les rounds. L'adversaire était facile à prendre parce qu'elle était inactive depuis longtemps, comme je disais, puis elle était peut-être moins mindée à un combat aussi intense, mais ça reste, quand je veux pas, ça a été éclipsé, puis Sky a beaucoup amélioré sa boxe. J'ai hâte de voir la suite. Elle est devenue aspirante obligatoire d'Amanda Serrano. Ça ne sera pas ordonné à court terme. Peut-être qu'on ne verra jamais ça non plus, mais la suite s'avère intéressante. Je continue de penser, par contre, que Sky pourrait avoir de la misère contre certaines filles de la division. Et je ne crois pas qu'elle a une chance à court terme contre Serrano. Dernier sujet. Ma chouchou, une de mes chouchous, Caroline Dubois. Honnêtement, là, cette fille-là est fantastique. Elle est en train de montrer ce à quoi va avoir l'air la boxe féminine est dans le présent, mais mettons dans les 5 prochaines années, là, dans 5 ans, quand elle va être encore plus âgée, plus d'expérience, plus toute, là, elle va être vraiment difficile à battre. No joke, à 135 livres, présentement, Dubois a fait des choses exceptionnelles, elle est toute jeune. Il n'y a pas si longtemps que ça, elle battait à plate couture une fille qui s'appelle Yanina Lescano, qui avait donné vraiment du trouble à une fille qui s'appelle Estelle Mosley. Là, elle affrontait, il n'y a pas longtemps, il y a quelques semaines, une fille qui s'appelle Magali Rodriguez, qui est une très bonne boxeuse, que moi, j'étais très excitée de voir ce match-up-là arriver. Je me suis dit, Rodriguez, là, son style, elle va de l'avant, là, c'est comme un lapin, le lapin Energizer, elle est inépuisable, la roue et le coup, ça va la tester dans ses limites, Caroline Dubois, parce que c'est vraiment une fille qui boxe, style pro all the way, style mexicain all the way. Les British ont moins d'expérience avec les Mexicaines. Ils n'en ont pas à profusion proche. Non, écoute, elle a dominé Magali Rodriguez de A à Z. Elle a fait 3 knockdowns. Domination totale. Elle est devenue championne IBO, donc premier titre pour Caroline Dubois aussi. Il n'y a rien qu'elle ne fait pas bien. Elle est bien meilleure que son frère, Daniel. Es-tu meilleur que le troisième? Je ne sais pas, parce que j'ai eu la chance de le voir souvent, mais maintenant qu'on compare avec Daniel, Daniel a beaucoup été critiqué pour son attitude, sa combativité un petit peu, mettons, louche dans le ring. Il donne pas toujours l'impression d'avoir faim, je dirais ça comme ça. Elle, c'est pas du tout le cas. Elle a faim, elle est motivée, elle est dedans. Elle s'entraîne avec Shane McGuigan, OK? McGuigan a eu une grosse soirée parce qu'il y avait Ellie Scotney qui se battait à Wembley avant, qui mettait en danger, qui mettait en jeu son titre IBF, qui est aussi le coach d'Ellie Scotney, mais il y avait Caroline qui était la tête d'affiche. Elle commence à avoir ses propres galas aussi. Tête d'affiche, la carte de boxeur à York Hall, l'autre bord de Londres. Donc, Matchroom a accommodé McGuigan en faisant se battre Scotney très tôt pour que lui puisse traverser la ville puis aller faire la finale avec l'autre. 2 victoires pour McGuigan. Il commence à être pas mal dans sa boxe féminine. Lui, il y a 2 belles étoiles avec lui. Mais no joke, Caroline Dubois, ceux qui ne la suivent pas encore, c'est un péché. Il faut vraiment regarder ce qu'elle fait. Elle est bonne, là. Défensive, offensive, elle a tout. Puis en plus, c'est la petite protégée de Clarissa Shields. Clarissa Shields adore Caroline Dubois et a tendance à la regarder, à la suivre. Puis, tu sais, c'est quand même quand tu as Clarissa Shields de ton bord, habituellement, ben, ça augure bien parce que tu peux faire des camps avec elle, tu peux travailler avec elle. Tu sais, c'est ça qui est le fun aussi. Bref, c'est à peu près ça, mes sujets du mois. Il y en avait plein d'autres, mais on a choisi. Merveilleux. On va avoir un gros mois le mois prochain aussi, parce que là, on a. Moi, je vais être prêt, là. On va avoir Serrano qui va s'être battu à 12 rounds de 3 minutes. Le mois prochain, on va être sur le bord d'avoir le rematch de Cathy Taylor contre Cameron. Alors, il y a des beaux sujets qui s'en viennent. Sarah Guiguiadjou va s'être battue.
contre une ancienne adversaire de Kim Clavel. Des choses à suivre. Voilà. Je te souhaite un bon mois de boxe, mon cher Laurent. Parfait, et on se revoit dans 30 jours. À plus! Bye!